cet après-midi, la troisième partie est consacrée au droit de choisir, ou du moins à un droit de choisir. Alors, le choix, encore faut-il qu'il y ait quelques possibilités optionnelles, qu'il y ait une ou des alternatives. On peut concevoir le choix soit de manière globale, choisir ou ne pas choisir l'enseignement public, et puis à l'intérieur, une fois qu'on est rentré dans un des systèmes ou un des sous-systèmes, il y a une multiplicité possible peut-être de choix, d'options, de cours, etc., qui pose un certain nombre de problèmes, du problème théorique au problème pratique, si on peut considérer que les questions de droit sont des questions pratiques. Alors, on va d'abord avoir une approche, je crois, générale, qui pourra nous amener à nous demander s'il s'agit d'une liberté ou d'un droit, ou si c'est la même chose, etc. Et c'est donc Grégoire Talpin qui va, dans un premier temps, nous parler du droit de ne pas choisir l'enseignement public, ou du droit de choisir un autre enseignement, si tant est qu'il y en ait un. Et puis ensuite, nous en viendrons au choix du contenu de l'enseignement, aussi bien de l'orientation que du choix des cours. Alors, monsieur Talpin, vous avez la parole pour 15 petites minutes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais très rapidement remercier Madame Bertoni et Monsieur Matta-Duvigneau pour leur invitation à cette journée passionnante, et ce d'autant plus que je suis un doctorant qui n'est pas spécialisé sur les questions du droit à l'éducation. Le droit de ne pas choisir l'enseignement public sera ici entendu comme la faculté reconnue aux personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire de choisir un enseignement autre que celui public parmi les formes d'enseignement autorisées et encadrées par le droit positif. Ce droit est lié à la liberté de l'enseignement, liberté juridiquement consacrée au niveau international et constitutionnel, notamment par une décision du Conseil constitutionnel de 1977. Cette recherche se limitera à appréhender la faculté de choix reconnue aux parents à partir des différentes alternatives scolaires consacrées actuellement par le droit positif interne. Alors, rapidement, historiquement, ce droit prend racine dans le travail étatique de captation du phénomène scolaire. Au XIXe siècle, l'école est au cœur des préoccupations impériales puis républicaines. Majoritairement dominée par le clergé catholique, elle apparaît comme un frein à l'émergence de la souveraineté étatique. L'État s'est alors employé à la maîtriser en développant un système scolaire public afin de marginaliser l'Église catholique et de substituer à la relation Église-croyant la relation citoyen-État. Toutefois, la puissance et l'implantation du clergé au sein de l'enseignement ont contraint l'État à concéder, à côté de l'école publique, des possibilités d'enseignement privé, possibilités qui ont été formalisées au sein des lois Guizot puis Fallou. L'État français a alors progressivement modelé le contenu du droit de ne pas choisir l'enseignement public. Actuellement, l'article L131-2 du Code de l'éducation reconnaît 3 alternatives à l'enseignement public: l'instruction en famille, l'enseignement dans un établissement privé sous contrat et l'enseignement dans un établissement privé hors contrat. Pour l'État, les alternatives scolaires au public comportent toujours un risque, celui de permettre la constitution de communautés indépendantes de la communauté nationale, selon les mots du président de la République. C'est pour cela que l'hypothèse que je vous propose ici est de penser que le contenu du droit étudié est directement corrélé à l'estimation des risques par l'État que les alternatives à l'enseignement public font peser sur son autorité. Nous observerons d'abord que les alternatives à l'enseignement public apparaissent particulièrement réduites lorsqu'elles présentent le risque de remettre en cause les valeurs étatiques. En revanche, elles sont davantage acceptées lorsqu'elles ne présentent aucun danger significatif. En premier lieu, la limitation des alternatives risquant de provoquer une rupture, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est l'idée, une rupture avec l'État. Il faudra en premier lieu s'intéresser au durcissement général des textes à l'égard des scolarités les plus éloignées de l'État. Puis, nous verrons qu'en pratique, la limitation de ces alternatives n'est pas généralisée, mais bien ciblée.
Sous la Troisième République, la méfiance étatique à l'égard des modes d'instruction privés avait abouti à la création de divers mécanismes de contrôle. Plus récemment, l'émergence de nouvelles problématiques dans le débat public a justifié le développement de restrictions supplémentaires à l'égard de la faculté de choix des détenteurs de l'autorité parentale. D'abord, dans le courant des années 90, divers travaux ont établi un lien entre l'existence du phénomène sectaire, l'instruction en famille et celle menée au sein des établissements privés hors contrat. Face à ce danger, l'État a restreint la possibilité de les choisir comme alternative à l'enseignement public. À titre d'exemple, l'exposé des motifs de la loi du 18 décembre 1998 considère que, je cite, « la prolifération des sectes sur notre territoire pose de plus en plus le problème de la scolarité des enfants de moins de 16 ans ». Cette loi a donc prévu diverses dispositions, notamment comme l'instruction obligatoire qui doit être désormais assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement public. Elle a également imposé une déclaration devant être renouvelée chaque année pour les enfants scolarisés à domicile. Ensuite, à partir des années 2010, divers textes ont durci les conditions d'ouverture des classes hors contrat et de mise en place d'une instruction en famille en raison des liens qu'entretiendraient ces formes d'enseignement avec le développement d'un islamisme radical, selon les mots du président de la République. Par exemple, la loi du 13 avril 2018, complétée par un décret et une circulaire de la même année, ont accru les pouvoirs des autorités administratives chargées de contrôler le respect des conditions d'ouverture des classes hors contrat. Les autorités administratives disposent désormais d'un temps d'examen des dossiers accru et de motifs d'opposition supplémentaires. Concernant l'instruction en famille, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a substitué au régime de déclaration un régime d'autorisation et un décret du 15 février 2022 prévoit des modalités strictes de délivrance de cette autorisation. Par-delà le durcissement de la réglementation juridique, la mise en œuvre de ces ressources relatives à l'instruction en famille et à l'éducation hors contrat révèle également une attention à l'égard de la nature politique du projet porté par les groupes s'investissant au sein de ces enseignements alternatifs. Cette lecture suppose de dépasser en partie les argumentations juridiques fondant les décisions administratives, puisque celles-ci reposent sur des motifs relativement neutres et consensuels. Il s'agit principalement de la protection du droit à l'instruction de l'enfant, de l'ordre public, ou encore de la protection de l'enfance et de la jeunesse. La mise en œuvre des ressources juridiques n'est pourtant pas neutre. Elle vise en priorité à empêcher ou à sanctionner la pratique de l'instruction en famille et hors contrat les plus éloignées des valeurs et des normes républicaines. En premier lieu, une partie des oppositions administratives à l'ouverture des classes hors contrat semble découler de l'éloignement qu'elle engendre entre les enfants et la communauté étatique. À titre d'exemple, le Conseil d'État a autorisé la fermeture d'une école réputée liée à des courants séparatistes, bien qu'il l'ait fait sur le fondement du non-respect des conditions s'imposant à la personne qui dirige l'établissement. Concernant l'instruction en famille, l'étude d'impact du projet de loi confortant le respect des principes de la République précise que les contrôles administratifs ont notamment pour finalité d'éviter, je cite, le repli sur le cercle familial restreint. En deuxième lieu, la limitation des possibilités de recourir à l'instruction à domicile et à l'enseignement hors contrat résulte du caractère transgressif du contenu de certains enseignements dispensés. Lorsque ceux-ci diffèrent de façon trop substantielle de ceux promus par l'État, l'administration et le juge réagissent afin de protéger la primauté de la parole étatique dans l'ordonnancement des savoirs et des valeurs sociales. Ainsi, le recteur de l'Académie de Toulouse a récemment mis en demeure les parents ayant scolarisé leurs enfants dans un établissement d'enseignement privé hors contrat de les inscrire dans un autre établissement en raison de manquements relatifs à la santé et à la sécurité des élèves. Pourtant, comme l'a largement relevé la presse locale, cette interdiction semble avant tout résulter de la méfiance progressive des pouvoirs publics à l'égard de l'anthroposophie, qui se présente comme étant une science alternative, à laquelle l'établissement avait adhéré en raison de son adhésion à la méthode Steiner. D'ailleurs, et à contrario, l'administration semble plus tolérante à l'égard des écoles promouvant une pédagogie innovante, ne remettant pas en cause les normes étatiques. C'est l'exemple des écoles Montessori et Freinet, qui ne sont pas a priori mentionnées dans les divers rapports étudiés s'intéressant au risque d'instrumentalisation de la scolarité. De façon plus globale, la puissance publique fait preuve d'une réelle tolérance
à l'égard des alternatives respectueuses de la primauté républicaine. Dans un second temps, nous allons donc voir l'acceptation des scolarités respectueuses de la primauté républicaine. Nous nous pencherons d'abord sur la souplesse étatique à l'égard des formes d'éducation similaires à l'enseignement public, puis nous observerons l'existence d'une tolérance textuelle à l'égard d'une certaine forme d'instruction en famille. Historiquement, les seules alternatives à l'enseignement public étaient donc l'instruction en famille et l'enseignement privé hors contrat. La loi Debré de 1959 a rompu avec cet état du droit en créant une alternative supplémentaire, l'enseignement privé sous contrat. Celui-ci incarne quantitativement la première alternative à l'enseignement public. Cet état de fait s'explique à la fois par la souplesse du cadre juridique et en même temps par la pratique administrative et juridictionnelle à l'égard des demandes de création des établissements sous contrat. D'abord, les critères devant être respectés pour qu'un contrat soit passé entre l'État et une structure privée sont appréciés de façon souple. Par exemple, selon l'article L442-2 du Code de l'éducation, l'établissement doit répondre à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction de principes énoncés à divers articles du Code. Le Conseil d'État apprécie la notion de besoin scolaire de façon libérale en considérant qu'elle doit s'entendre autant comme un besoin quantitatif que qualitatif. D'ailleurs, le Conseil d'État adopte globalement une attitude favorable à l'égard de la création des classes privées sous contrat en sanctionnant sur le fondement de l'erreur de droit les refus de contractualisation reposant sur un motif autre que ceux expressément énumérés par la loi. Ce constat ne doit toutefois pas faire oublier l'existence de réelles contraintes, tant matérielles que juridiques, à la création, à la contractualisation avec un établissement privé, notamment l'exemple de l'existence de l'établissement depuis au moins 5 ans. La souplesse relative de l'État à l'égard de la création d'établissements privés sous contrat pourrait trouver sa cause dans la capacité du contrat à rapprocher la forme et le fonctionnement des établissements privés de ceux publics. Ces établissements doivent ainsi calquer leur structure pédagogique sur celle des établissements publics selon l'article D442-8 du Code de l'éducation. En outre, ils demeurent tenus par les programmes et les règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public. Ces enseignements s'exercent d'ailleurs sous le contrôle de l'État. A priori, le rapprochement entre les structures privées et publiques devrait être limité puisque le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État reconnaissent la valeur juridique du caractère propre des établissements privés. En pratique, la jurisprudence propose une interprétation relativement restrictive de cette notion. Ainsi, le Conseil d'État a considéré que l'enseignement sur l'éducation à la sexualité prévu par une circulaire s'appliquant aux établissements privés sous contrat n'est pas de nature à porter atteinte au caractère propre de ces établissements. Par-delà la souplesse étatique à l'égard des établissements sous contrat, une forme de tolérance est également observable envers l'instruction en famille. Le projet de loi confortant le respect des principes de la République prévoyait la suppression totale de l'instruction en famille. Toutefois, à la suite de l'avis du Conseil d'État du 3 décembre 2020, le gouvernement a retenu un régime d'autorisation prévoyant plusieurs dérogations listées à l'article L131-5 du Code de l'éducation. Ces dérogations, bien que très limitées, doivent être considérées pour ce qu'elles sont, des tolérances consenties par l'État à l'égard de l'instruction en famille. Juridiquement, le Conseil d'État a considéré dans son avis du 3 décembre que la suppression du droit de choisir d'instruire un enfant au sein de la famille ne répond pas à la condition de proportionnalité ou à celle d'une conciliation non déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles et conventionnelles en présence. Derrière cette recherche de proportionnalité pourrait s'exprimer le caractère politique de l'arbitrage opéré par le Conseil d'État. Les fondements autorisant la mise en place d'une instruction en famille sont tolérés parce qu'ils garantissent une forme de continuité culturelle sans porter d'atteinte ou de risque particulier pour l'État. Les 3 premiers motifs se réfèrent à des situations objectives, telles que l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives et l'itinérance de la famille en France. Le 4e critère est relatif à l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Bien qu'il soit de l'avis de la doctrine le plus indéterminé, sa mise en œuvre semble bornée textuellement, puisqu'il ne peut reposer sur d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant. Derrière ces formules résultant d'un amendement parlementaire, pourrait alors ressurgir la formulation initiale du gouvernement. Celle-ci visait à interdire l'instruction en famille reposant sur les convictions politiques, philosophiques
ou religieuses des personnes qui sont responsables de l'enfant, c'est-à-dire celles promouvant potentiellement des idéologies alternatives. Pour conclure, le droit de ne pas choisir l'enseignement public ouvre, en France, la possibilité pour les parents de choisir une forme d'enseignement autre que celle publique. Son contenu, c'est-à-dire les alternatives scolaires qui l'autorisent, varie selon les risques que l'État considère subir. Dès lors, sa nature peut être mise à jour. Il est avant tout un instrument de justification, fondant juridiquement le travail étatique de maîtrise du système scolaire. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans votre intervention. On pourrait d'ailleurs s'interroger même sur la notion d'enseignement public, parce que est-ce qu'on doit en avoir une approche organique ou est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui suit les programmes de l'éducation nationale, les méthodes de l'éducation nationale, qui se soumet aux évaluations de l'éducation nationale, a quitté l'enseignement public. Moi, j'ai juste un petit point. Vous avez beaucoup parlé de l'instruction en famille. C'est l'instruction en famille, c'est plus l'instruction à domicile. C'est arrivé à un moment où, par ailleurs, on venait de faire passer l'âge de la scolarité obligatoire de 6 à 3 ans. Et c'est vrai que pour les petits, alors selon les régions de France, là, les habitudes peuvent varier, mais ça rend le problème beaucoup plus crucial que par le passé. Ben, on pourra y revenir. Alors au-delà de cette approche globale qui permet de faire un macro-choix, il y a dans la vie scolaire toute une série de micro-choix qui sont parfois très, très importants. Hein. Un redoublement, une orientation mal faite, ça peut avoir des conséquences très importantes pour la personne et sa famille. Donc, tout à fait important que vous puissiez vous y pencher. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En effet, la question qui se pose, effectivement, au-delà de ces questions qui sont très importantes dans l'actualité et qui l'avenir juridique et juridictionnel de l'instruction en famille avec ces nouvelles dispositions et également les nouvelles règles qui concernent l'enseignement hors contrat. La question qui se pose, j'allais dire pour l'enseignement public, c'est est-ce qu'il existe en France un droit au choix de son enseignement ? Alors la réponse, elle est oui et non. Peut-être. Enfin, c'est plus compliqué. Enfin, c'est du droit français, quoi. Je citerai, pour commencer, peut-être pour illustrer ce que je veux dire, une phrase de Raphaël qu'il écrit dans le dictionnaire critique, qui me paraît assez correspondre à la situation. Voilà ce qu'il dit. Il dit « L'orientation scolaire résulte théoriquement d'un choix personnel des intéressés. » Article L313-1 du Code de l'éducation. Or, il ne faut pas être dupe. À l'issue du collège, principalement, l'orientation fonctionne comme un couperet pour de nombreux élèves qui la vivent comme subie, plus que voulue, dans la mesure où les aspirations et les choix des élèves ou des parents se heurtent nécessairement à l'évaluation des résultats scolaires par les enseignants et, par conséquent, à la réalité. C'est vrai. C'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que le droit français de l'orientation dans l'enseignement scolaire public se caractérise par une certaine ambivalence. Le choix de l'orientation, de la responsabilité de la famille ou de l'élève, nous dit la loi, conduit à un projet personnel de formation qui présente un double enjeu. Collectif pour l'institution, qui répond à la gestion de flux d'élèves, et individuel pour le jeune, qui, lui, opte pour son libre arbitre ou sous la contrainte, nécessairement pour un cursus supposé le conduire à une meilleure insertion dans le monde du travail. Ce processus affiche une double caractéristique. Elle est tantôt rigide, trace des lignes réglementaires dont on ne peut pas s'écarter. L'orientation est alors encadrée, tantôt plus souple, qui va permettre un certain dialogue avec l'administration. Et l'orientation est davantage concertée. Encadrée, on le ressent fortement à la lecture de la réglementation. Il n'y a qu'à lire
l'article 331-36 du Code de l'éducation qui nous dit « Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté. » On sent tout de suite que ce n'est pas open bar. À la suite de ça, il y a une kyrielle d'arrêtés qui sont sortis. Les derniers en date datent de 2008, qui ont été validés en 2020 par le Conseil d'État, organisent ces voies d'orientation au lycée, à l'issue de la classe de 3e, puis après la classe de seconde. Mais même avant cela, cette orientation encadrée, on la ressent assez fortement à travers les différents cycles pédagogiques. Même encadrés, ces cycles pédagogiques vont nous montrer déjà une certaine forme de choix qui va être offert aux élèves. Ces cycles, on en décompte 6, de la maternelle jusqu'à la terminale. Le cycle 1, c'est le cycle des apprentissages premiers, correspond aux 3 niveaux de l'école maternelle qui sont appelés respectivement petite section, moyenne section et grande section. Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, qui correspond aux 3 premières années de l'école élémentaire, cours préparatoires, cours élémentaires première année et deuxième année. Le cycle 3, cycle de consolidation, qui correspond aux 2 années de l'école élémentaire, suivant le cycle des apprentissages fondamentaux, c'est-à-dire le CM1 et le CM2, et la classe de 6e. Et le cycle 4, cycle des approfondissements, qui va jusqu'à la 3e. Et ensuite, les 2 cycles du lycée. On voit déjà à travers ces 6 cycles qu'on rencontre pas mal de possibilités d'orientation. Au bout du compte, la contestation à travers ces différents cycles d'orientation, la plupart du temps ne va pouvoir arriver qu'en fin de cycle, réellement. Puisqu'à l'intérieur des cycles, la parole, j'allais dire, le dernier mot appartient à la famille. En fin de cycle, l'administration va pouvoir imposer son appréciation. Dans le premier degré, le contentieux va concerner essentiellement les refus de saut de classe. Traditionnellement, c'était les redoublements qu'on contestait. Et paradoxalement, aujourd'hui, on rencontre plutôt des refus de redoublement par les parents. Dans le second degré, la concertation va être davantage de mise. Toute une procédure de dialogue entre l'administration et la famille va être mise en place. Il y a toute une procédure décrite dans le Code de l'éducation, que je ne vais pas détailler ici, qui prévoit d'abord des choix, puis après on dialogue si on n'est pas d'accord, et puis après on revient, puis après il y a une décision après le conseil de classe qui est prise, puis si jamais on n'est pas d'accord, on va pouvoir contester la décision du chef d'établissement devant une commission, etc., jusqu'à éventuellement un contentieux. Mais il y a toute une phase de dialogue longue qui est mise en place. Pourtant, le contentieux d'orientation, donc le choix de son enseignement, de sa formation, existe. Il existe bel et bien. Car comme je le disais en préambule, au final, l'appréciation des enseignants demeure prépondérante. Cependant, au final, le contentieux que l'on va aborder maintenant, ça je pense qu'il faut le dire, va être véritablement efficient pour les familles, dans une situation principale, c'est-à-dire dans un choix, je ne sais pas que j'ai envie de donner des idées aux avocats, mais ça va véritablement être efficient si jamais on choisit la voie du référé. Il faut savoir que le stock des tribunaux administratifs est relativement long, 1 an, 2 ans, ça dépend des juridictions administratives, mais quand on conteste
en recours pour excès de pouvoir son orientation, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, on veut aller en seconde générale et pas en seconde technique, ou alors on ne veut pas redoubler, etc., peu importe la raison, on fait un recours pour excès de pouvoir et puis ça va durer 1 an, 2 ans. En attendant, l'élève en fait quoi? Lui, il va suivre sa scolarité telle que l'administration l'a décidé. Donc au bout du compte, ça n'est qu'un contentieux de principe. Et le juge, en général, au bout du compte, dit est-ce qu'il y a encore un intérêt à juger? Donc la seule efficience du contentieux de l'orientation réside dans le référé, c'est-à-dire de demander à l'administration tout de suite de changer de position. Juste un dernier mot, et je passe la parole à ma collègue, c'est qu'au-delà justement de l'ensemble de ces choix d'orientation, qui sont déjà quand même assez larges, on trouve de plus en plus, dans le cadre de ces voies de formation, de ces voies d'orientation, des voies de formation différentes. On a des classes à horaires aménagés, les CHAM, les CHAD, des classes internationales, des sections internationales. On pourrait même aborder la question de la nouvelle organisation du bac avec les spécialités. On va presque pouvoir choisir ses cours, effectivement. Et tout ça va nous donner un certain nombre de contentieux, ou pas. Mais voilà, je laisse la parole à Béatrice qui, justement, va, dans le concret, nous donner quelques illustrations. Merci Yann, et j'en profite pour remercier Raphaël et Pascal, du coup, pour votre invitation. Voilà, je vous remercie bien. Alors, je pense que je vais étayer mon propos par 2 exemples contentieux en référé, comme le dit Yann, justement, qu'on a vécu dans l'Académie de Nantes. Mais avant toute chose, je voulais déjà voir si ça marche. Et c'est miraculeux, ça marche bien, merci à vous. Et donc, l'orientation, les articles socles, on va dire, qui sont le démarrage de ma petite démonstration, c'est qu'effectivement, il y a des termes à ne pas oublier. C'est les termes que j'ai mis en gras, puisque l'orientation est le résultat d'un processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège puis de lycée mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, tout ça dans une perspective de développement des potentialités de l'élève. Donc on voit bien développement des capacités, des potentialités. Et l'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles. Et je passe la suite de l'article. Je cite ces textes parce que vous allez voir que sur le plan contentieux à Nantes, on n'a pas eu beaucoup de décisions de contestation d'orientation, par exemple de LEGT en LP, parce que généralement c'est plutôt bien assimilé par les familles, ou sinon le rapport exercé par la commission qui va statuer permet peut-être de régler l'affaire avant qu'elle n'émerge en contentieux. Pour autant, on a vu qu'il y a pléthore de formations proposées. Effectivement, c'est un gros catalogue, je ne veux pas dire l'UGAP dans les marchés publics ou la Redoute ou la CAMIF, mais on a quand même beaucoup de formations proposées. Et notamment, la décision d'orientation prend en compte 2 éléments, les vœux de l'élève, mais aussi ses résultats scolaires, d'où les articles que je viens de citer antérieurement. Les vœux de l'élève, écoutez, comme le disait Yann, et en fonction des différents cycles qui permettent à l'élève de changer d'établissement et de voie d'orientation, passage du CM2 en 6e. Et donc là, on a eu des contentieux qu'on appelle classe à horaire aménagé musique, mais on peut les retrouver aussi au niveau du collège, dans les classes à horaire aménagé danse, même lycée d'ailleurs, parce que j'ai eu des cas de personnes qui voulaient vraiment avoir un parcours artistique danse en 3e et qui voulaient arriver de l'Académie de Bretagne, nos voisins, nos amis, pour passer justement dans un établissement scolaire nantais. Mais vous avez aussi, donc, à l'issue de la 3e, les voies générales ou professionnelles, comme je le disais, les sections binationales, internationales, sportives, il y a vraiment toute une panoplie. Et aussi à l'issue de la classe de seconde, avec les fameux, à l'époque, enseignements d'exploration. Et je prendrai la tâche d'un contentieux qu'on a eu dans le domaine des EDE, c'est-à-dire enseignements d'exploration, notamment en chinois,
au lycée Jules Verne à Nantes, qui proposait cette option pour un ressort départemental. Donc forcément, départemental, s'il y a beaucoup de demandes, ça va être compliqué de satisfaire tout le monde, puisqu'il n'y avait que deux établissements du secteur départemental qui proposaient le chinois en langue vivante 3 en option. Alors, je ne vous cache pas que je pense qu'un enseignement d'exploration, c'est 1h30 hebdomadaire. Dans la réforme du lycée, c'était 1h30 hebdomadaire. Je ne pense pas qu'au bout de 3 ans de chinois, on finit par maîtriser les acquis de la langue et sa capacité à s'exprimer facilement avec un enseignement d'exploration d'1h30 pendant 3 ans en chinois. Pour autant, on a eu un recours contentieux parce que la personne voulait forcément faire que du chinois et son projet professionnel était autour du chinois. Bon. Et puis vous avez donc à l'issue du baccalauréat avec Parcoursup et toutes ces joies qu'on peut voir actuellement se déployer en académie. Et puis vous avez donc aussi les résultats scolaires, et notamment le fait de pouvoir mettre en adéquation le projet professionnel de l'élève, ses capacités à entrer dans ce projet-là, pour pouvoir justement valider le choix qu'elle opère de faire du chinois plutôt que de faire de l'allemand renforcé ou je ne sais quoi. Et donc du coup, tout ça, il ne faut pas l'oublier, et la décision d'orientation est effectivement préparée par une observation continue de l'élève. Et donc, je distingue quand même le tronc commun avec les acquis du socle commun des connaissances, compétences et de culture, et puis les enseignements optionnels ou les enseignements artistiques qui, en soi, ne permettent pas de valider les épreuves du baccalauréat. Enfin, on veut dire, c'est pas parce qu'on est en CHAM qu'il va y avoir des enseignements de musique qui vont vous permettre de valider les examens du baccalauréat. C'est un aménagement en fait qui permet de concilier le parcours artistique de l'élève avec justement la possibilité de dérouler le tronc commun du collège dans l'établissement, en l'occurrence pour le gamin en question, un autre collège de l'Académie de Nantes qui était également situé dans la ville de Nantes. Et puis vous avez à côté aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'en trame de fond, il y a aussi des essais de contournement par les parents de l'orientation, enfin par le biais des parcours particuliers pour pouvoir justement s'inscrire dans des établissements sur dérogation qui ne sont pas des établissements de secteur. Donc certains aussi sont vraiment très attachés à faire entrer absolument leurs gamins en section horaire aménagée musique, danse ou autre pour pouvoir avoir l'établissement prestigieux de centre-ville de Nantes ou d'une autre ville de l'Académie. Et donc là, on a véritablement une appréciation en fonction des places disponibles sur ces parcours-là. Et comment on fait pour déterminer qu'un tel va pouvoir intégrer le parcours particulier au détriment d'un autre ? Pour le chinois, ça me semble un peu normal que ce soit son aptitude à bien maîtriser les langues vivantes, déjà. Et donc, moralité, effectivement, on a eu une gamine, Charlène, qui, en l'occurrence, voulait donc, vous l'avez compris, s'inscrire en chinois, et qui, pour ce faire, alors même qu'elle était dans l'établissement de secteur du lycée Jules Verne où se dispensait le chinois, donc elle était sûre d'avoir une place au lycée Jules Verne, voulait en vœu 1 le DE chinois et en vœu 2 littérature et société pour son entrée en seconde en 2015. Bon. Il s'avère qu'elle a été retenue dans son établissement de secteur, en seconde SMS, en choix 2, vœu 2, littérature et société, mais elle nous a porté un recours en contentieux en référé parce que elle voulait le chinois et elle ne voulait pas littérature et société. Pour autant, quand les enseignants sont mutés sur un des nombreux vœux qu'ils font, dans la mesure où ils l'ont proposé, ce vœu-là, et qui sont soumis à la règle du jeu, ils ne vont pas contester une affectation en Mayenne à Château-Gontier alors qu'ils auraient voulu Laval. C'est un peu le même mécanisme ici pour les élèves. Et en l'occurrence, du coup, on a notre petite Charlène qui a dû se soumettre aux orientations données par le DAZEN, qui consistait à établir un barème de points. Et en l'occurrence, on a effectivement le barème établi par le DAZEN qui montrait, qui comptabilisait un nombre de points lui permettant ou pas d'accéder à l'EDE chinois. Et donc, le dernier qui a été pris sur cette option EDE chinois, c'était une personne, vous me dites si je suis trop longue, c'était donc une personne qui avait eu, si je retrouve mon papier,
C'est le problème des juristes, c'est qu'ils sont généralement très désorganisés, j'en fais partie. Hein. Et donc là, le dernier à être pris, c'était une personne qui devait avoir 6 265,135 points au barème. Pour autant, on a eu notre petite Charlène qui avait 6 187 points, donc elle était bien en deçà du dernier retenu. Et c'était un EDE qu'on appelle contingenté, c'est-à-dire qu'il y avait 30 places disponibles et il y avait 89 demandes, donc il a fallu faire un choix. À travers des documents émis par le DAZN. Et comme elle était 54e, on voit bien qu'elle était loin quand même de l'obtention de cet EDE chinois. Alors pour autant, elle a fait un référé. Le juge a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence et donc a rejeté la requête. C'est revenu par le prisme du jugement au fond. Quelques mois après, en fait, ils ont jugé très rapidement. Et il s'avère que, alors que le rapporteur public préconisait dans le sens de ses conclusions l'irrecevabilité de son recours pour absence de décision faisant grief, eh bien, le jugement, notre grand étonnement, a annulé la décision du DAZN. Donc on a fait appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes, qui, lui, a carrément invalidé le jugement du tribunal administratif de Nantes en considérant que, de toutes les façons, alors je cite, les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à leur demande, quand bien même celle-ci ne satisfaisait pas leur premier choix. Donc c'est clair, hein. Bon, alors Charlène, en l'occurrence, du coup, elle a fait une seconde littérature et société, mais pour autant, elle a quand même, avec le jugement qui nous annulait, intégré le DE chinois en faisant une petite séance de rattrapage des cours qu'elle n'avait pas pris en seconde en première, et puis elle a eu son parcours chinois quand même jusqu'au bout. Mais vous voyez un petit peu le télescopage entre les décisions du juge et puis finalement la situation de fait de l'élève qui, moralité, finalement a bien fait de faire un contentieux, puis de faire juger rapidement l'affaire par le juge administratif, qui a donc accédé au niveau du tribunal administratif à sa demande. Le CHAM, c'était un peu le même système, en 2 mots. C'était des gamins, et là, en l'occurrence, un qui n'était pas dans le secteur de l'établissement concerné. Et il voulait faire de la contrebasse. C'était un contrebassiste, mais le conservatoire avait accepté tout le monde. Et donc, il n'a pas compris pourquoi on l'avait refusé. Et moralité, c'est tout bonnement parce que, finalement, il y avait effectivement 20 élèves qui pouvaient accéder à CHAM au collège de Nantes, dont j'ai oublié le nom, et Victor Hugo. Et du coup, il n'a pas obtenu gain de cause. Et en audience de référé, pour clore, c'était véritablement de l'arithmétique. Hein. C'est-à-dire qu'on a dû démontrer que les capacités d'accueil étaient atteintes et qu'on avait respecté les termes des priorités et que celui-ci en particulier ne pouvait pas obtenir CHAM pour les raisons invoquées par la démonstration arithmétique. Voilà. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous avez démontré, si tant est qu'il en soit besoin, que le droit est surtout quand il est pratiqué dans un rectorat, est une chose très vivante. Là, on a eu un coup de projecteur sur la vie académique via le service juridique. J'en profite d'ailleurs pour vous saluer l'un et l'autre, sachant l'importance pour un recteur d'avoir auprès de lui des juristes d'une qualité égale à la vôtre. Bien, est-ce qu'il y a des questions ? On peut prendre quelques questions. Parce que vous nous dites qu'il a l'ordonnance a suspendu, et c'était quel motif ? Alors, l'ordonnance, non. En fait, il avait eu un rejet de sa requête. Pour autant, effectivement, au fond de ce référé, au fond, donc quelques mois après, d'accord. Le juge a considéré que... Alors, c'était bêtement qu'il considérait que le fait de fixer comme motif déterminant pour accepter ou non un élève, les résultats scolaires n'étaient pas arrêtés par une disposition réglementaire. Voilà. Manque de base légale. C'est ça. D'accord. Comment ? Oui. Oui, eh ben complètement. Et je vous dis que le rapporteur... C'est ça. Et le rapporteur public dans l'histoire, lui, avait considéré qu'il y avait un moyen d'office d'irrecevabilité et que la Cour administrative d'appel, elle, a retenu par la suite. Moi, j'interprète cette histoire de points parce que c'est exactement comme ça que j'ai toujours expliqué les lignes directrices aux étudiants.
En fait, par contre, il faut publier vos critères, c'est tout. Si vous publiez vos critères, vous aurez peut-être moins de contentieux. Mais moi, ma question, elle ne porte pas là-dessus, elle porte sur le redoublement. Vous en avez un petit peu parlé. Est-ce qu'on a toujours le droit de faire redoubler un élève ou pas? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi dans ce domaine-là. Et vous avez dit qu'il n'y a plus de contentieux au niveau du redoublement, mais est-ce qu'on redouble encore dans l'éducation nationale? C'est ça ce qui m'intrigue. C'est l'exception. C'est l'exception. Et de toute façon, ça n'est pas une voie considérée comme une voie d'orientation. La logique veut qu'on fasse passer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, paradoxalement, on a davantage de contentieux pour des parents qui souhaitent que leurs enfants redoublent. On a inversé, j'allais dire, la tendance. Non, c'est les parents. L'élève passe en classe supérieure et les parents font un contentieux pour que, non, je veux qu'il redouble. Il n'a pas le niveau. Donc c'est le contraire. Sinon, depuis quelques années, les textes n'ont pas été modifiés. Le redoublement ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel. Donc, après, il n'est pas interdit, mais c'est vraiment dans les consignes et dans la logique, on a inversé la tendance. Oui, alors j'ai une question, puis en fait une remarque aussi d'ordre général. Alors, parce que vous êtes au cœur d'un sujet qui intéresse la sociologie de l'éducation. C'est-à-dire que quand on fait une analyse comparative du fonctionnement des systèmes éducatifs au monde, on les classe selon les pays où il y a un libre choix de l'école, une régulation par le marché, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons, une régulation par le quasi-marché, qui est un niveau un peu intermédiaire, un peu comme la Belgique notamment, et puis pas de marché scolaire. Voilà. Pas de marché scolaire. Et on met la France dans cette catégorie-là en raison de la sectorisation, notamment. Mais votre démonstration était très éclairante puisqu'elle confirme ce que voient les sociologues. C'est qu'en réalité, les possibilités de déroger à ce non-choix qui peut s'expliquer pour un ensemble de raisons sur lesquelles on ne reviendrait pas, sont extrêmement multiples. Bon, alors il se trouve que on a beaucoup quand même documenté la question que les choix optionnels, les choix de langue, etc., sont en fait des choix déguisés d'établissement. Vous l'avez dit un peu à votre façon. Je citerai volontiers un article d'Agnès Van Zanten qu'elle avait publié dans un numéro que j'avais dirigé des actes de la recherche en sciences sociales qui s'appelait Le choix des autres. C'est-à-dire qu'elle allait au-delà. C'est-à-dire qu'elle disait, en fait, quand on fait une enquête ethnographique, on voit très bien que les parents voient, excusez-moi mon langage, où va un peu la racaille, où va les parents avec qui on peut faire alliance, et chacun fait son petit marché, et tout va le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, pour le coup, moi, ça fait quand même quelques temps, et vous l'avez senti dans mon intervention tout à l'heure, que je me suis posé la question, en fait, des rapports de force et du rôle du droit dans ces rapports de force. Parce qu'en fait, en étant un peu sociologue critique, j'entends dans ce que vous avez dit, mais sans vous l'imputer, que en fait, on a, alors je parle vraiment en tant que sociologue, réellement une justice de classe. C'est-à-dire que ceux qui vont porter des contentieux, etc., ce sont que ceux qui ont le moyen de le faire. Dans un livre que j'avais fait il n'y a pas longtemps, j'avais étudié, j'ai eu la chance d'avoir les confidences d'un inspecteur de l'orientation chargé des dérogations, notamment, et qui me disait, c'est simple, quand on sait qu'un tel est fils de médecin, etc., on dit oui. Quand on voit des prénoms à consonance maghrébine, on dit non, parce que de toute façon, ils ne feront pas de recours. Et lui-même étant en fin de carrière, et comme on était dans une logique de production de la ségrégation scolaire, il me disait, oui, nous coproduisons la ségrégation scolaire avec les enfants. Or, là où je veux en venir, mais là j'ouvre un chantier, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les enseignements séparés, qui étaient considérés comme de la discrimination, c'est-à-dire au-delà de la ségrégation. Quels sont les arguments en fait, de la jurisprudence? C'est lorsqu'il y a une représentation disproportionnée de mêmes élèves, de mêmes origines, dans un même établissement, qui conduit, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure, à un amoindrissement de la qualité de l'enseignement, en quelque sorte. Il y a des établissements scolaires où il y a 98%, 99% d'enfants étrangers en France. Et c'est un principe de vase communicant, parce que si les gens respectaient l'affectation, ça n'aurait pas lieu. Voilà. Et dernier point,
et après je vous laisse réagir. Lorsque, dans le cadre des expérimentations de politique de mixité sociale qui ont été menées, je prendrai l'exemple de ce qui a été fait dans le 18e arrondissement, avec le collège Berlioz, par exemple, et avec ce qu'on appelait les secteurs multicollèges, c'est-à-dire avec un algorithme d'affectation des élèves, non pas en fonction du choix des options, mais en fonction de leur origine sociale. En ayant travaillé à l'époque le ministère, on voyait bien qu'on allait sur un terrain glissant, qui était précisément celui de restreindre le libre choix au nom d'un intérêt supérieur qui est l'égalité de traitement. Parce que ce que vous décrivez juridiquement et sociologiquement la production d'une rupture d'égalité entre les élèves. Alors, beaucoup de choses. Déjà, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je suis très étonné de cette manière d'orienter. Fils de médecin, oui. Consonance maghrébine, non. Je n'ai jamais vu ça dans l'administration depuis 26 ans que j'y travaille. Ça n'est pas du tout comme ça que les services fonctionnent. Après, autre point, vous avez évoqué la mixité sociale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Oui, il y a des disparités assez flagrantes, ça serait stupide de les nier, selon les établissements. Mais il faut quand même savoir que cette problématique de mixité est au cœur de la problématique des établissements, y compris à l'interne. C'est-à-dire que les établissements qui font leur évaluation interne avec doublé d'une évaluation externe, avec une ambition là que ça soit généralisé pour l'ensemble des établissements. Jusque-là, c'était facultatif. Maintenant, l'ensemble des établissements vont le faire. Cette évaluation interne et externe englobe ce critère de la mixité. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la mixité sociale au sein de notre établissement ? Enfin, autre point que je voulais juste évoquer, je suis d'accord avec vous, cette multiplicité de choix offerts aux élèves et à leurs familles sont problématiques. Mais pour moi, c'est-à-dire qu'on peut dire que ce sont des faux choix. Mais ce qui me paraît, moi, le poindre, c'est que ça génère aujourd'hui une angoisse pour les élèves et leurs familles de plus en plus tôt. C'est-à-dire que dès la 6e, dès la 5e, déjà, l'angoisse de leur orientation arrive. Dernier mot, je ne suis pas entièrement d'accord, parce qu'on l'a entendu plusieurs fois, de dire que seules les catégories les plus aisées faisaient des contentieux. Seules les catégories les plus aisées vont avoir le réflexe naturel de le faire. Mais en réalité, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup en tout cas à Marseille, j'en connais beaucoup, qui vont chercher des familles et leur expliquer qu'ils ont vocation à attaquer un certain nombre de décisions, ce qui est parfaitement leur droit. Mais on voit des familles j'allais dire, de toute catégorie sociale aujourd'hui devant les tribunaux, en tout cas dans le cadre scolaire. Moi, voilà. Bien, écoutez, malheureusement, il faut qu'on puisse s'arrêter puisque nous avons encore beaucoup de choses à entendre et à débattre. Mais simplement, la question qui a été posée est une question importante qu'on peut difficilement traiter uniquement à partir d'un regard contentieux. Il y a toute une série de questions qui pourraient se poser en amont qui va voir politique de la ville, politique éducative en général, qui aurait une importance aussi grande que les contestations qui peuvent intervenir en aval. Bon, écoutez, je remercie beaucoup les orateurs.